Et donc on a couvert les 5 continents. Ça c'était le même principe, la même organisation des salles avec des personnes en table de 6 ou 8, avec un facilitateur par table pour réguler la parole. Et donc le principe c'était, non, c'est loin du sondage, on est vraiment là du citoyen informé au préalable, puisqu'un document a circulé une semaine à l'avance. Là on est en Afghanistan, à Kaboul, où il y avait donc 50 hommes, 50 femmes dans une même salle. C'est le seul pays où on n'a pas pu faire parler les hommes avec les femmes. Là, ça n'a pas été possible. Mais en dehors de ça, vous voyez le type d'attention qu'il peut y avoir, c'est absolument grandiose. Et en Mauritanie, ils ont fait, ici on est en Mauritanie, ils ont fait sous une tente, c'est la tente des palabres. Il y a plus de 100 personnes qui s'est retrouvées là et qui ont discuté sur le même protocole que les autres. Et en fait, tous les résultats étaient uploadés, donc il y avait une équipe informatique qui téléchargeait les réponses. Les gens répondaient dans leur langue, évidemment, et tout ça arrivait dans notre banque de données. Et donc, après, on a traité les résultats et on diffuse auprès des négociateurs les résultats. Donc, les principaux résultats qui sont sortis, il y a un site internet avec tous les résultats. Et on est maintenant en train de travailler sur un rapport d'une 50aine de pages qui fait du lien entre les différentes réponses et qui met des mots sur les écarts qu'il peut y avoir entre certains pays et autres. Et ça, on le dépose, puisque l'ONU est partenaire de l'opération, on le dépose sur la table des négociateurs. Donc voilà l'opération du débat citoyen planétaire. C'est absolument incroyable. C'était quand le 6 juin, on était sur une espèce de nuage quand on suivait des gens qui se retrouvaient et on faisait des duplex avec Paris, donc on faisait des Skype pour leur dire bonjour et les encourager. Et on a évidemment demandé leur avis et pour certains, c'est la première fois que ça se passait dans leur pays, qu'il y avait une consultation de ce. Et là, en quelque sorte, on a fait une étape de laboratoire de ce que peut être une démarche citoyenne à l'échelle planétaire, qui n'est pas un cadre spontané, mais qui est vraiment un cadre qui permet de construire quelque chose de collectif. On n'est pas dans le mouvement de foule, on n'a pas mobilisé 1 million de personnes, là c'était 10 000 personnes, mais avec quelque chose de collectif. Alors, est-ce que par rapport à ce que vous avez écrit sur la démocratie participative dans la voix, est-ce que vous vous y retrouvez là-dedans? Tout à fait. Tout à fait. Je suis même très à la fois surpris et heureux de cette initiative parce que, si vous voulez, étant donné que le tirage au sort est une idée démocratique, les Athéniens dans l'Antiquité, pour beaucoup d'élections, le faisaient tirage au sort. D'ailleurs, nous-mêmes, dans les tribunaux, les cours d'assises, on utilise le tirage au sort. Et évidemment, pour une population de plusieurs milliards d'individus, si nous voulons imaginer une démocratie planétaire, il est évident qu'elle n'est... Peut-être qu'un jour, elle sera réalisable grâce à Internet, je ne sais pas quoi, mais il est évident que c'est ça la première ébauche concrète de démocratie planétaire, c'est-à-dire par ces citoyens de différents pays tirés au sort et qui expriment librement leurs aspirations à partir de questions clés. Donc c'est un moment, je crois, très important dans l'histoire d'abord de la démocratie participative et deuxièmement dans l'histoire peut-être de la planète. La démocratie participative, et c'est pour ça que je suis un partisan de cette démocratie, permet de pallier aux carences de la démocratie représentative qui finalement isole les élus, quels qu'ils soient, dans leurs fonctions supérieures et qui ne permet aucun contrôle. Les premières expériences qui m'ont intéressé, qui ont été faites au Brésil, à Porto Alegre et dans d'autres lieux, elles-mêmes m'ont amené à réfléchir. Et quand du reste Ségolène Royal, quand elle a fait sa campagne électorale présidentielle,
elle avait pris ce thème, j'étais évidemment en pleine résonance et en pleine harmonie avec cette idée. Donc, si vous voulez, c'est une idée clé, mais l'aspect génial, c'est cette innovation d'essayer de la lancer au niveau des intérêts fondamentaux, vitaux et communs de l'humanité. Ce qu'on voit, c'est que le fonctionnement démocratique est indissociable de l'éducation. Alors comment est-ce que vous en parlez de cette question de l'éducation et la démocratie? La démocratie ne peut fonctionner que s'il y a partage des connaissances. Oui. Et finalement, le défi, c'est celui-là. C'est pas uniquement de réunir des gens autour de la table, c'est de réunir les gens autour de la table et de partager les connaissances d'un monde de plus en plus complexe. Il y a ce niveau-là, et d'ailleurs c'est pour ça que j'avais parlé de la nécessité d'une démocratie cognitive, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui les grandes décisions relèvent de sciences complètement ésotériques pour les citoyens, comme par exemple le fonctionnement de l'arme nucléaire, ou bien dans le fond l'ensemble des problèmes économiques complexes de notre société, et sont réservés à, disons, une caste ou à des castes d'experts qui eux-mêmes ont des visions unilatérales parce qu'ils vivent à l'intérieur de disciplines compartimentées, sont incapables de saisir les interactions et la globalité. Donc, il y a une dédocration dans ce sens-là, et à multiplicité des universités ou écoles pour adultes, enfin disons post-scolaires. Mais moi je vais beaucoup plus loin parce que je pense que notre enseignement lui-même en soi souffre de carence. Parce que qu'est-ce qu'il donne? Ben, il donne justement des connaissances compartimentées. Et il n'enseigne pas à partir des problèmes fondamentaux et vitaux et globaux qui sont les nôtres, comment unir les connaissances de différentes disciplines. Ça, c'est le défi fondamental, ce que j'appelle le défi de la complexité, et c'est à quoi j'ai voué une très grande partie de mon temps, de mon travail, de mon œuvre. Et je pense que si on n'enseigne pas à pouvoir connaître, non plus de façon sectorielle et dispersée, mais pour les problèmes fondamentaux et globaux, connaître l'ensemble, évidemment qu'on n'aura jamais une connaissance absolue et totale, mais qu'on a une connaissance qui sera moins limitée que celle d'aujourd'hui, d'autant plus que moi je pense qu'une connaissance partielle, unilatérale, est en même temps une erreur. Et une connaissance partielle et unilatérale est en même temps un aveuglement. Donc je pense que si nous n'avons pas une réforme profonde de l'enseignement et de l'éducation, il ne suffira pas de simplement répartir les connaissances actuelles. Mais je me rends compte de la difficulté parce que, ne serait-ce qu'en France, les structures sont très rigides. Je parle pas seulement des structures administratives, mais des structures mentales. Ce n'est que dans certains pays que je vois que mes efforts trouvent une certaine fécondité. Ben, c'est au Brésil, c'est en Colombie, c'est dans beaucoup de pays d'Amérique latine, et même en Italie, en Espagne, et même en Chine. Donc, si vous voulez, mais il se crée des instituts dans l'université pour affronter les problèmes complexes. Il y a des enseignants du secondaire qui collaborent pour traiter ensemble des problèmes complexes. Enfin, mais ce sont des embryons. Donc, si vous voulez, il faut pas seulement compléter, disons, la démocratie participative par des connaissances, par une démocratie cognitive qui permettrait de se hisser au niveau des problèmes, mais aussi par une réforme de la connaissance et de la pensée. Et si on prenait un sujet comme la question chaude des réfugiés et qu'on engageait une démarche de démocratie participative planétaire sur la question, qu'est-ce que vous mettriez au programme? Je mettrais au programme les deux points cruciaux de l'affaire actuelle des réfugiés. Le premier point, c'est le départ, c'est-à-dire des situations de guerre abominables
qui incite en Syrie ou en Irak ou en Libye des populations menacées de partir. Et donc je dirais que le vrai problème à ce niveau-là est de pouvoir que les nations s'unissant, pas seulement une petite coalition comme celle qui existe, mais s'unissant impose d'abord la fin des combats et la fin de la terreur. Ça c'est un sine qua non, sinon ça va continuer. Je n'oublie pas aussi qu'il n'y a pas que les fugitifs de la guerre, il y a les fugitifs de la faim, et même, par exemple, le virus d'Ebola a conduit certains États à se fermer aux pays où il y avait le virus, et ces pays fermés sont soumis à la famine. Nous avons aujourd'hui, même le processus de mondialisation fait que dans beaucoup de pays, notamment africains, les terres sont exploitées en monoculture au profit des Occidentaux, des Chinois et des autres, et qu'aucun de ces pays n'a le minimum d'autonomie vivrière. Donc, si vous voulez, il y a les problèmes qui se posent là d'où partent les gens, et qu'il faut traiter avec une aide internationale puissante, notamment, je répète, imposer la fin des combats. Le deuxième problème, c'est évidemment les réfugiés eux-mêmes. C'est leur exode où ils sont soumis à un trafic ignoble de passeurs, et même quand ils échappent au trafic ignoble de passeurs, ils suscitent, notamment en Europe, mais je vois malheureusement dans d'autres pays, qui pourtant sont des pays fabriqués par des immigrants, comme l'Australie, on voit des refus et des peurs. Alors, la question, je pense, est d'abord une question à la fois de cœur et de politique. Voici l'Europe qui a plus de 350 millions d'habitants. Voici l'Europe qui a déjà accueilli beaucoup de migrants. Voici l'Europe à qui ces immigrants ont été très utiles. Et en Allemagne, par exemple, le pays qui était en baisse démographique, où ils apportent du sang neuf et en même temps de l'activité humaine. Voici donc l'Europe qui peut très bien accueillir la vague actuelle des immigrants du Moyen-Orient. Mais vous savez qu'il y a des réactions. Moi, ce qui m'a vraiment sidéré, c'est que pendant des semaines, l'Europe s'est tue, comme s'il y avait... Enfin, je dis l'Europe, des années. Des années, même. Oui, non, mais avec l'afflux récent, je parle, avec l'afflux récent de ceux qui sont venus du Moyen-Orient, avec cette arrivée massive. Bien, vous avez raison, mais ça... Et ce qui a quand même brisé un peu ce silence, c'est pas seulement la mort d'un enfant, c'est le fait qu'une femme qui était pourtant à la tête d'un pays très dur économiquement, c'est-à-dire l'Allemagne, je dis très dur parce qu'il a été inhumain à l'égard de la Grèce, mais c'est cette femme quand même qui a poussé la parole d'humanité et qui a réveillé un peu quelques dirigeants européens, dont notre président. Donc, si vous voulez, il y a ce processus de reconnaissance, de fraternité, d'accueil. Et quand on est en France, et que pendant très longtemps, la France était considérée comme la terre d'accueil des fugitifs, des immigrés, ou même, disons encore il n'y a pas si longtemps, des immigrés des régimes de Pinochet ou des dictateurs argentins pouvaient être accueillis en France, je vois que vraiment c'est épouvantable de voir qu'une des plus belles traditions de la République était complètement oubliée. Et je tiens compte du fait qu'on a peur de la peur, c'est-à-dire pourquoi nos dirigeants se sont trouvés tétanisés, n'ont pas osé dire une parole, parce qu'ils ont eu peur de ces électeurs potentiels, apparemment du Front National ou d'autres formations, de xénophobes, nationalistes closes, et de peur électorale. Et par peur de ces gens-là, on fait ce que ces gens-là, ou on ne fait pas ce que ces gens-là souhaitent. Donc, si vous voulez, il y a une reprise quand même d'une tradition
d'une chose qui est même dans la vocation d'une république qui est à la devise liberté, égalité, fraternité. Et donc là-dessus, vous voyez, moi j'en arrive, je pense qu'il faut pas se limiter aux réfugiés là où ils arrivent, il faut penser aux réfugiés d'où ils partent. Alors là, c'est un problème considérable, un problème politique. C'est pas seulement toutes les erreurs qui partent d'ailleurs de la Première Guerre américaine, qui a en fait... Je suis désolé, on n'a pas le temps de l'explorer maintenant, parce que là on arrive à la question sur votre parrainage. Merci beaucoup. Excusez-moi, on arrive à la question sur votre parrainage de ces rencontres sur le thème de l'humanisme et de la pleine présence, pleine conscience, pleine compassion, on dirait la Madonie. Donc qu'est-ce qui fait que pour vous ces rencontres ont du sens aujourd'hui en 2015 ? Vous savez, dans le fond, depuis que je réfléchis sur les problèmes des malheurs ou des tragédies de l'espèce humaine, je suis convaincu qu'il y a deux choses à réformer profondément. D'un côté, c'est la réforme qui touche les structures des États, des nations, de la société, c'est-à-dire avec tous ces problèmes de domination, d'asservissement, ou dans les pays modernes d'un individualisme égocentrique qui a détruit les solidarités. Et donc c'est ce problème-là. Mais d'un autre côté, puisque j'ai parlé de solidarité, c'est la réforme intérieure de chacun. Et donc, je me suis rendu compte que, isolément, chacune de ces voies n'aboutit pas. J'ai beaucoup suivi les communautés qui se sont créées en Californie dans les années 68, 69 et de suite. Mais toutes les communautés qui n'avaient pas de fondement religieux se dissolvaient rapidement parce que les gens n'arrivaient pas à s'entendre. Ils cherchaient la fraternité et la solidarité, ils ne la trouvaient pas pour des raisons psychologiques, morales. Donc, la réforme intérieure, mais seule elle ne suffit pas. La réforme sociale, seule elle ne suffit pas. Et ça, pour vous, le spirituel nourrit la réforme intérieure. Alors à ce moment-là, la réforme intérieure signifie qu'effectivement qu'on se détache de l'idée que bien vivre, c'est uniquement lié à la possession et à la jouissance d'objets matériels, et où le bien vivre aussi en la sérénité, dans la compréhension d'autrui et dans la paix intérieure. Donc, si vous voulez, le bien vivre conduit à une recherche spirituelle. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que depuis des décennies, dans nos pays occidentaux, on s'interroge sur des pensées qui viennent d'Orient. Il y a aussi bien de la Chine avec le taoïsme, le confucianisme, le yogisme indien, et donc le bouddhisme et la tradition qui est représentée ici même. Et là-dessus, moi qui n'ai pas pratiqué cette méditation de pleine conscience, je suis à la recherche justement de quelque chose pour moi-même. Je pense que c'est non seulement quelque chose qu'il faudra introduire dans cette volonté de transformation intérieure des personnes, mais c'est une chose dont je ressens le besoin personnel. Et je regrette de ne pas pouvoir suivre tout ce qui ici va se faire sur ce thème de la méditation et de la pleine conscience, parce que pour moi c'est capital, mais peut-être j'espère revenir dans ce sens. Dans l'appel, le manifeste aux oasis que vous nous avez remis tout à l'heure, il est aussi question du plaisir d'être ensemble, de retrouver le chemin du plaisir d'être ensemble. Oui. Et là, c'est pas une troisième dimension que vous ajoutez, en dehors de la transformation de la société, de la transformation individuelle, qui est cette joie d'être là. Les deux se lient, parce que dans la transformation, d'ailleurs, il y a une chose qui existe déjà quand on est en famille et qu'on s'aime bien, quand on est entre amis, c'est cette communauté qui renaît spontanément et qui évidemment constitue des petits oasis de vie. Et heureusement, nous avons ces oasis. Mais ce sont des oasis isolés les uns des autres, au milieu de déserts de l'anonymat
le désert où règne la quantité, le calcul, le profit. Et à mon avis, ce qu'il faut, c'est au contraire que ces oasis se rencontrent et que même la société elle-même se transforme dans le sens de ce qu'on peut appeler la convivialité. Vous savez, il y a eu 2 grands messages qui ont été lancés à peu près en même temps au début des années 70 du siècle dernier. C'est le message écologique de la dégradation de la biosphère, qui met beaucoup de temps à s'inscrire dans les esprits et dans la conscience des responsables, et où les catastrophes diverses ne font que le font progresser, en accroissent la conscience. Et le deuxième message, c'était celui d'Ivan Illich, c'était le convivialisme, la convivialité, c'est-à-dire que nous devons retrouver une relation avec autrui. Et ce deuxième message, malheureusement, lui, il n'a pas été perçu comme un grand message, il a été perçu uniquement comme quelque chose relevant de la vie privée, et alors que c'est quelque chose qui est absolument complémentaire de l'autre message. Merci. Je peux vous garantir que là, quand les gens étaient autour des tables, ils étaient dans ce bonheur d'être ensemble, à parler climat, énergie et politique. On a aussi ce qu'on appelle le bonheur démocratique, c'est aussi une réalité qui rejoint cette oasis de plaisir que vous évoquez. Merci beaucoup. Je pense qu'il est temps qu'on se mette en chemin. D'accord. Donc comme ça, merci beaucoup pour cet échange.